Le maître dit Fu-zi-shuo. Découvrir les idées de Confucius, qui ont fondé l'esprit des Chinois. Confucius, grand maître dans la Chine ancienne, était peint comme le fondateur de la philosophie orientale. Ses enseignements et sa philosophie restent influents en Chine et même dans toute l'Asie de l'Est. Comme toute autre tradition philosophique ou religieuse, son école de pensée a constamment évolué et continue d'être réinterprétée à différents moments de l'histoire. Aujourd'hui, 2 millénaires et demi après la naissance de Confucius, ses idées, parfois en avance sur son temps, sont de temps en temps sollicitées pour apporter des réponses aux questions de la société moderne. Bamboo Studio vous propose une série de podcasts vous invitant à relire les propos de Confucius compilés dans les entretiens de Confucius sous le guide de professeur Cholin qui a dirigé la publication du livre Citations de Confucius et de ses disciples. Bonjour professeur Cholin. Bonjour. Dans l'histoire, les entretiens de Confucius ont été largement traduits. Chacune de ces versions devrait avoir son propre style, son propre objectif. Pourriez-vous nous éclairer sur les principales tendances de traduction de cette classique de Confucius en France ? En ce qui concerne les traductions, peut-être qu'il faut d'abord considérer les entretiens de Confucius dans une approche plus globale, c'est-à-dire dans l'ensemble des 4 livres dits confucianistes Si-shu, à savoir la Grande Étude, le Juste Milieu, les entretiens de Confucius et Mencius. Au départ, c'est une phase, disons, préparatoire. Au XVIe siècle, dès l'arrivée des premiers missionnaires occidentaux en Chine, ils se sont mis à la traduction des classiques chinois parce qu'ils se trouvaient devant une civilisation très ancienne. Pour convertir les Chinois, paradoxalement, les missionnaires jésuites ont décidé de s'assimiler d'abord à la culture chinoise pour ne pas se faire expulser, pour obtenir le soutien de la cour impériale et des mandarins, sachant que le confucianisme est la pierre angulaire de la pensée chinoise et les valeurs confuciennes étaient fondamentales pour les Chinois. Et ensuite, au XVIIe siècle, le travail collectif des missionnaires a porté ses fruits. Nous avons 2 jalons, 2 repères qui marquent 2 étapes très importantes dans l'introduction des classiques confucianistes en France. Et le premier, c'est la publication en 1687 à Paris de Confucius, philosophe chinois. Excusez-moi de prononcer ce titre en français. En fait, l'ouvrage était en latin, était d'abord traduit en latin. C'est une traduction en plusieurs volumes de 3 titres des 4 livres confucianistes, sauf le dernier Mencius, qui n'a pas été traduit à cause de sa longueur. Mais il faut noter que jusqu'ici, toutes les traductions effectuées par les jésuites étaient en latin. Ce travail de traduction conçu et réalisé par les missionnaires jésuites de plusieurs générations, était initialement destiné à la formation des jeunes missionnaires et pour orienter un peu l'opinion publique dans la fameuse quête des rites chinois, afin que leur travail d'évangélisation puisse se poursuivre en Chine. Et par un effet inattendu, cette traduction a suscité l'intérêt des savants français et était suivie par des retraductions immédiates du latin en français, partielles ou intégrales, fidèles ou adaptées. Notamment Confucius ou la science des princes. On y trouve maintenant la première traduction intégrale en français des entretiens de Confucius. Et nous avons aussi une adaptation de la Grande Étude et du Juste Milieu. C'est le 2e jalon, c'est-à-dire c'est la première traduction en français. Et l'ensemble de cette traduction a été réalisé par un médecin et philosophe qui s'appelle François Bernier. Il a une vie plutôt légendaire parce qu'il a vécu 10 ans en Inde, mais il ne connaissait pas le chinois.
Son travail de traduction du latin en français avait pour objectif de montrer un modèle de gouvernance idéal au souverain, au prince français, comme il est suggéré par le titre complet, Confucius ou la science des princes, contenant les principes de la morale particulière du gouvernement politique des anciens empereurs et magistrats de Chine. Donc le sous-titre est très long et qui nous dit des leçons de la sagesse politique proposées par Confucius. Selon François Bernier, le modèle chinois et les expériences chinoises se trouvaient condensés dans les livres de Confucius. Mais malheureusement, il a terminé sa traduction quelques mois avant sa mort en 1688, sans avoir eu le temps de la faire publier. Il existe plusieurs copies de son manuscrit à Paris, dont un exemplaire a été offert en guise de cadeau par le président Emmanuel Macron à notre président Xi Jinping lors de sa visite d'État en France en 2019. Ce manuscrit d'une valeur inestimable est maintenant conservé dans notre Bibliothèque nationale. Et de l'autre côté, dans la Bibliothèque nationale de France, vous pouvez maintenant trouver le manuscrit de François Bernier déjà numérisé et consultable sur Internet. Et en 2015, le manuscrit de François Bernier a eu la chance d'être édité et imprimé sur papier, aussi plus de 300 ans après son décès. Et ensuite, il faut attendre jusqu'à la fin du 19e siècle pour voir apparaître la première version des entretiens de Confucius traduits directement du chinois vers le français par un sinologue jésuite qui s'appelle Séraphin Couvreur. Et c'est une version trilingue, en chinois, français et latin. Et c'est une traduction fidèle, sérieuse. Elle est devenue elle-même une référence pour les francophones intéressés par Confucius. C'est aussi à Séraphin Couvreur que nous devons notre petit livre de poche intitulé « Les citations de Confucius et de ses disciples ». Et nous avons adopté une démarche thématique pour choisir et réaménager les maximes, mais la traduction, ce n'est pas à nous, c'est celle de Séraphin Couvreur. Et au XXe siècle, dans le domaine français, nous avons au moins 3 traductions de qualité. Il y a d'abord celle d'Anne Chen. Elle est sinologue française d'origine chinoise et professeure de la chaire intitulée « La pensée chinoise » au Collège de France. Elle a offert au public français en 1981 sa traduction des entretiens de Confucius, qui se veut le plus fidèle possible au texte chinois. En effet, elle a l'avantage d'avoir une bonne maîtrise de la langue et de la documentation chinoise. Et 6 ans plus tard, le sinologue belge Pierre Rickman, appelé autrement Simonès, souhaitait rendre la concision du texte original et alléger le public francophone d'un travail lourd de lecture en offrant une traduction plus fluide et moins annotée, donc plus accessible au grand public. Il y a encore celui du sinologue et grand traducteur français André Lévy, qui est aussi une traduction sérieuse et documentée, tout en tenant à la clarté et la fluidité. Sans doute a-t-il voulu réussir une synthèse des 2 traductions précédentes. Et enfin, pour être plus proche de nous, en 2009, dans la bibliothèque La Pléiade, chez Gallimard, on trouve la collection intitulée « Philosophe confucianiste », éditée et traduite par un sinologue canadien, Charles Leblanc, et un sinologue français, Rémi Mathieu. Cette collection manifeste leur ambition de renouer avec la tradition des sinologues missionnaires du XVIe siècle
en offrant un panorama de la pensée confucianiste. Les entretiens de Confucius se trouvent à côté de la grande étude du juste milieu et aussi de Mencius et de Xunzi. Donc c'est une collection très complète de la pensée confucianiste. Et enfin, j'invite ceux qui s'intéressent aux traductions des entretiens de Confucius en français à lire un des annexes de nos citations de Confucius et de ses disciples, où nous avons pris soin de dresser un inventaire, une liste, sans être exhaustive, d'une trentaine de publications relatives aux entretiens de Confucius. Donc, au fil du temps, on a autant de versions de traduction des textes de Confucius. Comme vous avez dit au début, les traductions du texte de Confucius étaient utilisées comme manuel de langue et de culture pour les missionnaires arrivés en Chine. Et aujourd'hui, ces textes restent toujours une bonne référence pour comprendre la société chinoise et les Chinois. Et pour tous les Chinois, Confucius est un grand maître. Mais on ne connaît pas tous sa personnalité ni sa vie. Je vous propose donc d'écouter ce bref récit sur lui. Confucius vint au monde en 551 avant Jésus-Christ à une époque mouvementée. Une myriade de petits États se battaient entre eux pour obtenir l'hégémonie. Les rois et les princes en exercice cherchaient à attirer dans leur cour des talents qui leur permettraient d'évincer leurs rivaux. Confucius vivait dans l'un de ces petits États, Lu, situé dans la province du Shandong. Il était encore très jeune à la mort de son père qui était de petite noblesse. Sa famille sombra désormais dans la pauvreté. À 15 ans, comme il le raconte lui-même, il se mit à étudier avec ardeur et entra dans l'administration. Ayant de multiples compétences dans le travail de bureau, la musique et la comptabilité, il continua de gravir les échelons. Mais face au manque de perspective que lui offrait son propre État, il proposa successivement ses services de conseiller au royaume voisin. Mais ses conseils irritaient ou déconcertaient les seigneurs féodaux, car il ne parlait que d'éthique. Par exemple, face à un prince qui se vantait d'être aimé de tout son peuple, il lui expliqua qu'il fallait au contraire se réjouir d'être aimé par les bons et haï par les mauvais. Il rencontra donc peu de succès dans cette carrière politique internationale. Pourtant, il ne cessa pas de réfléchir aux affaires publiques. À la fin de sa vie, il regagna l'état de Lu où il se consacra à l'enseignement. Il devint ainsi le premier maître de Chine. Ses disciples atteignirent le nombre de 3000, dont 72 jugés brillants par le maître. Beaucoup occupèrent les plus hautes charges dans plusieurs États. Après sa mort en 479 avant Jésus-Christ, à l'âge de 72 ans, ses disciples recueillirent ses paroles dans les entretiens ou analectes, Lun-yu en chinois. L'histoire de Confucius est entourée de mythes et de légendes. En effet, il existe très peu de données sur sa vie qui puissent être considérées comme historiquement fiables, tout comme c'est le cas pour d'autres chefs spirituels. L'histoire de sa vie a été embellie par ses disciples, mais en travaillant sur le livre de ses enseignements, vous donne l'occasion de répéter, de réfléchir d'une façon plus approfondie sur ses enseignements. Que voyez-vous, Confucius, à travers ses paroles ? C'est vrai que pour nous, les Chinois, Confucius est d'abord un éducateur, un grand maître. Et cette image est si hautement soutenue jusqu'à nos jours que Confucius est vénéré comme un saint, comme le maître des maîtres, dans notre pays où on attache une grande importance à l'enseignement depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant. Mais pour les Européens, Confucius est d'abord un philosophe, comme le montre le titre de la première traduction des textes confucianistes en latin en 1687. Vous vous rappelez, c'est Confucius, philosophe chinois. Le philosophe français du XVIIe siècle, François de la Motte Leveillé, fut le premier à mettre en parallèle dans son ouvrage De la vertu des païens en 1642, Socrate et Confucius. Et il considérait Confucius comme le Socrate de la Chine. Et d'ailleurs, ils ont vécu à peu près à la même époque, au 5e siècle avant Jésus-Christ.
Donc je cite le philosophe français. Un même siècle fit voir à la Chine et à la Grèce les deux plus vertueux hommes de toute la gentilité. Ils ont encore cela de commun entre eux, que l'un et l'autre méprisèrent les sciences moins utiles pour cultiver très soigneusement celles des mœurs qui nous touchent de plus près. Fin de citation. Sans aucun doute, Confucius est le père fondateur d'une des écoles philosophiques les plus importantes, le confucianisme. Les dynasties successives dans l'histoire de la Chine en ont fait leur idéologie orthodoxe, à quelques exceptions près. Et Confucius a développé sa philosophie autour du concept le zhen, traduit souvent comme vertu ou bienveillance. C'est un principe moral et politique, tant pour le perfectionnement personnel que pour la gouvernance d'un État. Et ce n'est pas exagéré de dire que Confucius était aussi un homme d'action et un homme politique. Il connaissait tous les vices et travers de la nature humaine et de la société. Dans l'espoir de réaliser la paix et l'harmonie, il a beaucoup voyagé pour faire connaître ses idées politiques à une époque où la Chine était un vaste territoire divisé en différents royaumes qui se battaient. Malheureusement, Confucius n'était pas toujours écouté et apprécié par les princes et les seigneurs. Il se trouvait souvent déçu et n'a pas connu de gloire de son vivant. Son apothéose est arrivée tardivement, 4 siècles après sa mort. Et pour le reste de sa vie, Confucius s'est retiré dans sa terre natale et s'est consacré à l'enseignement pour transmettre son savoir et sa sagesse aux jeunes générations. Confucius n'était pas un grand maître rigide et sévère comme on se le représente souvent. Il parlait aussi de ses mésaventures, de son infortune. Il lui arrivait de se moquer de lui-même. Il riait et chantait quand il était de bonne humeur. Il disait aussi aux élèves de jouir de la vie, de profiter de la belle saison ou du beau paysage. Comme le dit Anne Chen, le Confucius qui transparaît dans les entretiens est d'abord un homme. Un homme qui avait son tempérament comme vous et moi, et il était trop sincère pour cacher ses émotions, et il avait aussi un sens du devoir envers ses élèves et sa famille. Confucius est bien sûr un homme, mais un homme de bien, honorable, Junzi. C'est aussi une idée que nous allons expliquer dans le prochain épisode. Et au IIe siècle, sous la dynastie des Han, le grand historien Sima Qian, dans ses mémoires historiques, avait consacré un chapitre à la biographie de Confucius. C'est plus ou moins une biographie fidèle. Et dans nos citations de Confucius et de ses disciples dans ce petit livre de poche, nous avons aussi emprunté la traduction d'Édouard Chavannes, un sinologue français, entre le XIXe et le XXe siècle, pour nos lecteurs francophones, afin qu'ils puissent connaître la vie de Confucius. Et en fait, cela a déjà fait plus de 2 millénaires et demi que la pensée de Confucius s'est répandue dans toute la Chine. Et de votre propre constat, comment cette philosophie a contribué à façonner les principaux tempéraments des Chinois et influence leur mode de pensée? Dans l'histoire de la Chine, il y a eu quelques périodes où Confucius et sa pensée se trouvaient accusés ou condamnés. Mais on peut dire que depuis plus de 2 millénaires, les valeurs confuciennes restent fondamentales pour nous les Chinois. Et aujourd'hui encore, dans beaucoup de villes chinoises, comme vous pouvez aussi le constater, on trouve beaucoup de temples dédiés à Confucius. On en dénombre plus de 1600 dans toute la Chine, dont 300 environ sont bien conservés, et celui à Pékin remonte au début du XIVe siècle. On en trouve également dans nos pays voisins, au Japon, au Vietnam, au Singapour, en Indonésie. C'est pour parler de l'influence profonde et lointaine. Dans toute l'Asie de l'Est surtout. Oui, voilà. Et Confucius est donc un monument. Il est devenu une sorte de signe culturel de la Chine.
Si l'homme est déjà entré dans l'histoire, son esprit reste vivant et exerce une influence considérable sur la postérité. Et je peux dire que moi-même, j'adhère encore à beaucoup de principes de Confucius. Quand j'étais encore enfant, mon père me disait souvent « Il faut retenir les paroles de Confucius, ce qu'il a dit est toujours vrai ». Et mon père était ingénieur puis fonctionnaire. Il occupait un poste relativement important dans ma ville natale. Et ce que j'admire le plus chez lui, c'est aussi son intégrité, son honnêteté. À mes yeux, il est un fonctionnaire incorruptible. En effet, mon père est un homme de principe et je sais que ces principes sont ceux enseignés par Confucius. Et quand j'étais lycéenne, mon professeur d'histoire me paraissait aussi très confucien. Et à l'heure actuelle, beaucoup de Chinois s'éloignent un petit peu de ce modèle traditionnel, mais dans notre conscient collectif, le confucianisme a laissé ses empreintes ici ou là, à un moment ou à un autre, elles transparaissent. Et ceci dit, il ne faut pas dire que tous les Chinois sont confuciens. Et personnellement, je suis la plupart du temps confucienne, quelquefois taoïste et bouddhiste. Les Chinois ont la tendance de savoir réussir une synthèse de leurs croyances. Et c'est ce qu'on dit le syncrétisme. Et notre richesse spirituelle peut nous fournir une réponse ou une issue appropriée à des situations différentes. Mais c'est une question plus complexe qui nécessiterait un long développement qui déborde notre sujet d'aujourd'hui. Puisque pour nous, le Confucius n'est pas considéré comme une religion, mais il a quand même une influence morale très importante sur tous les Chinois. Et comme vous dites que ses pensées ont déjà laissé des traces à partir de votre enfance. Et maintenant, vous vous comportez aussi de temps en temps de façon confucienne. Si je vous demande de choisir une des phrases de Confucius pour être votre maxime personnelle, laquelle choisirez-vous et pourquoi? Alors je dirais une citation très très simple. Je ne me plains pas du ciel et je n'en veux pas aux hommes. 不怨天不尤人. En fait, c'est une phrase qui vient de Confucius. Je ne sais pas. On dit 怨天尤人. C'est une proverbe qui est très populaire parmi les Chinois, mais on ne connaît pas son origine. Non, c'est une influence discrète sur nous. Ah voilà, exactement. En fait, c'est une attitude de vie, c'est une leçon de sagesse. Parce qu'en fait, chacun d'entre nous peut connaître des moments difficiles. Confucius a échoué à maintes reprises des déceptions dans sa vie. De toute sa vie, il était à la recherche d'une société de paix et d'harmonie, à la recherche d'un souverain éclairé qui sache écouter ses conseils et employer son talent pour redresser le pays, ou bien pour rétablir les rites, c'est-à-dire l'ordre social et moral à l'instar des souverains anciens. Mais il a été souvent déçu. Au lieu de se plaindre, il n'a jamais cessé de se cultiver pour son perfectionnement personnel et il attendait le moment propice pour se mettre au service du pays. Un jour, il a dit ceci: « Je ne me plains pas du ciel et je n'en veux pas aux hommes. Seul le ciel me connaîtra. » Et pour moi, c'est un détachement spirituel et c'est aussi un dépassement de soi. Donc, il y a des hauts et des bas dans notre vie et inutile de s'en prendre aux autres ou à son entourage. Il faut toujours positiver et agir, faire ce qu'on peut faire. Donc, bref, positiver, agir, attendre et espérer. Ajoutons aussi les deux derniers mots d'Alexandre Dumas.
Ces dernières années, on a régulièrement observé les références à Confucius dans de nombreux domaines. Le film sur lui a été tourné, les conférences sur ses enseignements ont été données, ses citations sont même sur les t-shirts. Madame Cho, selon vous, pourquoi ce retour en force de Confucius? Ces pensées vieilles de plus de 2000 ans sont-elles en phase avec l'humeur du moment? Je pense que ce phénomène s'explique par une volonté de redécouvrir et de revaloriser l'héritage du confucianisme, par une volonté de renouer avec notre tradition. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la pensée de Confucius reste un réservoir de sagesse où les gens d'aujourd'hui peuvent puiser leur énergie. Et c'est la racine de notre culture où nous pouvons toujours nous ressourcer. À l'heure actuelle, nous traversons des crises de toutes sortes de par le monde. Il y a la crise sanitaire, les épidémies, la crise militaire, les guerres, les conflits en Europe et en Asie. Il y a la crise économique et financière partout dans le monde, la crise environnementale sur la planète. C'est vrai que 2000 ans nous séparent de Confucius. Le monde a beaucoup évolué. Les sciences et les technologies ont fait d'énormes progrès. Oui, l'homme peut vivre plus longtemps, mais est-ce qu'on peut dire que l'homme est sûr de vivre plus heureux? En réalité, les hommes du 21e siècle, selon mon sens, et les hommes du 5e siècle avant Jésus-Christ sont confrontés à des problèmes presque semblables, identiques. Ce sont des questions fondamentales. Par exemple, la paix ou la guerre. Où allons-nous? Comment vivre mieux et plus heureux? De plus, à notre époque, face à l'explosion de la technologie de l'intelligence artificielle, on se pose une question de plus. Comment l'homme peut rester homme? Comment sauvegarder notre valeur humaine face à la montée de l'esprit belliqueux qui divise le monde et les hommes détenus de croyances différentes? Comment reconstruire une communauté humaine d'avenir partagé? En fin de compte, quel que soit le progrès matériel ou technique, nous devons toujours revenir à la question fondamentale de l'homme. C'est la question éthique et morale. Confucius, comme d'autres sages ou prophètes dans d'autres civilisations, il mérite toujours notre respect et notre relecture. On va explorer l'univers de ce sage chinois dans les prochaines émissions avec vous et voir comment ces idées peuvent encore nous servir aujourd'hui pour guider les individus dans leur développement personnel et social. Et merci Madame Cho. Merci.